Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle édition des émissions sur les plateformes numériques du NMP. Nous accueillons ce jour un invité spécial, pratiquement exclusif, le président national du Nouveau Mouvement Populaire, homme politique, géopolitologue, géopoliticien, analyste politique, pour qu'il nous éclaire une fois de plus sur les questions d'actualité qui meublent notre pays. Et je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné d'un co-modérateur, M. Edjengele Eugène, avec lequel nous ferons le tour de cette émission, en présence de notre illustre invité. Mais avant toute chose, nous voulons accorder nos civilités au Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour mon cher Jules et à ton co-modérateur. Bon, ça devient des rendez-vous, hein, nos échanges. C'est une bonne chose. Nous voyons de plus en plus se constituer, s'affirmer une famille interactive. Interactivité basée sur des sujets d'intérêt national, d'intérêt mondial, d'intérêt stratégique et géopolitique. C'est l'ambition de notre parti, c'est un peu le but de la démarche, c'est articuler le changement du monde et le changement interne au Cameroun, en relation évidemment avec le changement au niveau de notre continent. C'est une démarche extrêmement nouvelle, exigeante. Nous avons l'ambition d'être à la hauteur et cette plateforme-ci devrait servir à cela, avec le concours de tous ceux abonnés, tous ceux qui s'y intéressent, évidemment. Donc merci pour ce rendez-vous qui, je le crois, va satisfaire nos affidés, parlons comme ça. C'est nous que vous remercions, Monsieur le Président. C'est tout à notre honneur de vous accueillir une fois de plus sur cette plateforme qui est très très montante. Nous ne datons pas de longtemps, mais quand nous regardons le nombre de personnes qui s'abonnent, qui sont intéressées par ce que nous faisons, c'est très très encourageant pour un début. Nous allons entrer dans le vif du sujet, notamment les fondements de l'État du Cameroun. Mais avant toute chose, je voudrais présenter mon co-modérateur, M. Edjengele. I am not alone in this platform. Mr. Edjengele, you have the floor. Thank you, Mr. Buyamuso Constant. I'm also happy to meet you in this edition of our numerical platform of the New Popular Movement. Ladies and gentlemen, it is the edition, as he said, it is the foundation of Cameroon, and we are in the presence of the president of the New Popular Movement, President Barakani. Thank you so much again. Stay tuned for this edition. Thank you, Mr. Edjengele. On ne comprend rien à ce qui se passe au Cameroun en matière de politique partisane et gouvernementale si l'on base sa pensée sur le présentisme, le bruit autour des soi-disant faits, si sacrés serait-il, qu'il suffirait alors de les aligner les uns après les autres et puis se livrer à des commentateurs dénonciateurs, acerbes les uns après les autres. Bref, il faut à partir des faits critiquer sévèrement le régime ou le défendre quand on ne l'encense pas. Et si l'on veut se convaincre du sérieux de sa jactance, il suffit de rechercher la caution d'un expert ou d'un spécialiste qui viendrait apporter l'onction scientifique ou savante indispensable pour que la critique, la défense ou l'encensement soient recevables comme étant pertinentes. Et le tout est joué. On a affaire à des réflexions politiques. Et c'est donc à partir de celles-ci qu'on devrait dire le vrai sur ce qu'est et sera la politique au Cameroun. Et lorsque nos certitudes sont rattrapées par la réalité, on se lance dans une fuite en avant, on persiste dans ses positions et désormais, l'effort consistera à collecter les faits. Il n'en existera toujours pour conforter nos positions. On finira par appeler celles-ci des convictions. On sera prêt à mourir pour elles. Au Cameroun, la réflexion spontanée, instantanée, inspirée des faits présents, tient lieu de réflexion politique. Ce n'est pas parce qu'un fait se produit à l'instant présent qu'il n'a pas d'antécédent, qu'on n'est pas en face d'une répétition. Il se peut qu'il y ait des contemporains qui aient déjà vécu le fait en question et donc disposent d'une expérience du fait concerné. Un fait peut être nouveau
il peut être aussi ancien. Il sera nouveau pour quelqu'un, mais participera d'une répétition, d'un déjà vu pour quelqu'un d'autre. Voulons-nous par là dire que les faits se succèdent pour mieux se répéter? Pas du tout. Nous voulons simplement dire que les faits présents ont un passé, ils auront un futur. Ils ont une mémoire, une histoire, ils sont vivants, sinon on a affaire à des faits morts. Pour dire quelque chose de consistant sur la politique et le politique au Cameroun, il faut remonter aux origines de la politique contemporaine telle qu'elle s'exerce dans le pays. Il est donc question de démêler les écheveaux d'un puzzle très complexe. Derrière les apparences de simplicité que ne cessent de véhiculer les clichés, ces choses qu'on entend tous les jours à propos de la politique camerounaise, la politique au Cameroun est une affaire très sérieuse. Les enjeux qui la structurent sont immenses, ils dépassent de très loin le cadre du territoire camerounais, ils engagent le monde. Monsieur le Président, voilà un morceau choisi de votre discours de politique générale, parlant des origines de la politique camerounaise. Et nous avons pensé que faire un arrêt majeur sur les fondements de l'État du Cameroun semblait important. Donc, Monsieur le Président, au début de mon propos, la fameuse conférence de Berlin qui eut lieu en 1884-1885, réunie dans la capitale germanique récemment réunifiée par le chancelier Otto von Bismarck, les puissances occidentales, dans le but de s'entendre sur les principes devant gouverner l'entreprise coloniale, se sont réunies. Et le traité germano-camerounais, improprement désigné comme certains comme étant le traité germano-douala, comme droit de colonisation du territoire camerounais. Monsieur le Président, vous avez souvent mentionné l'originalité juridique inhérente au traité ci-dessus, mentionné notamment comme le concept de co-souveraineté qui y émerge. Avez-vous l'impression que celui-ci a été respecté dans la lettre comme dans l'esprit par la partie allemande? Non, c'est pas... Mais tout d'abord, je constate que vous êtes un peu nostalgique du Congrès. Vous avez rappelé un pan de mon discours de politique générale, qui est désormais devenu un document historique. Vous avez créé l'ambiance, déjà, qui risque de prévaloir durant tout notre échange. Tant mieux. Mais pour revenir à votre question, il ne faut pas faire dans l'euphémisme. Les Allemands, comme les Occidentaux, n'ont pas de parole. Ils sont en permanence dans la ruse. Dans la ruse. Dans la volonté de duper l'autre. Et cette démarche-là a été élevée au niveau d'une attitude et d'un comportement géopolitique qui a toujours normé et gouverné le rapport de l'Occident en général, de l'Allemagne pour parler d'elle, à l'égard des pays qu'ils ont décidé de coloniser. Dans l'histoire des relations entre les peuples, le traité germano-douala occupe une place extrêmement importante. Parce qu'évidemment, il y a dedans des prémices de la construction d'une véritable communauté internationale, d'un véritable rapport international entre des peuples différents, à tout point de vue. Il y a dans ce traité les prémices et les fondements de ce qu'on pourrait appeler le partage de souveraineté, mais librement consenti, à partir de circonstances historiques et d'une conjoncture historique particulière. Et évidemment, ça part d'une analyse, d'un rapport à l'autre de manière fondamentale, d'un rapport à un autre peuple.
sur la base d'une interprétation rigoureuse et sage de la situation d'une des parties, en l'occurrence les Douala, présentés par leur chef, qui ont bien analysé la conjoncture internationale de leur point de vue. Sur la base de l'économie de ces peuples-là, de leur histoire, de la façon dont ils se projetaient à l'époque dans l'histoire. C'est pour ça que les peuples douala ont été cherchés, creusés dans leur intelligence, dans leur sagesse, pour proposer aux Allemands ce traité. Et il est clair qu'il s'agit là d'une première dans l'histoire, co-souveraineté. C'est-à-dire on partage la souveraineté. Les Allemands l'ont signé et en fait, ils l'ont transformé en facto comme étant un droit qui les autorise à venir coloniser, n'est-ce pas, les peuples savoirs et à partir de là, le Cameroun. Il s'en est suivi une grande résistance, l'une des plus grandes résistances que les peuples lui ont opposées à une aventure coloniale et qui va coûter très cher à l'Allemagne et qui va déboucher sur une guerre de pacification qui fera couler beaucoup de sang. L'Allemagne va remporter cette guerre-là. Si elle a d'ailleurs remporté un jour, elle va remporter la bataille pour perdre la guerre. Et ça avait été prophétisé par l'une des figures de cette résistance, Douala Mangabel. Donc, on est en face d'un crime historique, d'une trahison, et d'une incapacité à respecter sa parole, dans le sens d'une équité politico-juridique imposée par la sagesse, la vigilance et la hauteur d'un peuple quant à sa capacité à interpréter ses intérêts historiques, ses intérêts nationaux. Et là, c'était un crime très grave, parce qu'une fois de plus, ça va ouvrir la porte à un drame, un terrible quiproquo historique, juridique, qui jusqu'à aujourd'hui continue à impacter très, très négativement l'évolution du Cameroun et des relations internationales. Thank you, Mr. President Banakani. We know you're very faithful to our invitation. That is why today we answer present to this new edition. Just to refresh, a historical action that happened in Douala here was the 10th National Congress of the New Popular Movement, where in your general policy speech, you said that Cameroon has never been colonized. And the history of 1952 of the UPC by his Secretary General, Omniobe, on the stumble of the UN, he said that at the end of the First World War, Cameroon found itself bound neither by a previous act of colonization nor by an act of protectorate. That he said that the agreement concluded with the Douala chief, the agreement between the Germans and the Douala chief, has been expired in 1913, which means that the end of the First World War, Mr. President, Cameroon was a free territory. But the question we ask ourselves, Mr. President, how come that a free territory at the end of the First World War was considered a new, I can say, was considered as a joint administration that they used to call the condominium, the British and French administration? I would like to, if I can permit myself, to ask you to give us your reading on how called that it happened that a territory that was a free was bound under a logic of government of condominium. So I would like to know, Mr. President, the legal logic of that a free territory was governed in 1916 precisely under British and France, under the condominium administration. There is no legality there. No legality.
beyond this action. There is no légalité. L'acte de... Le traité Germano-Douala, on peut le dire, est l'acte fondateur de l'histoire politique de notre pays. Est l'acte inaugurateur de l'histoire politique du Cameroun. C'est-à-dire, je veux dire, histoire politique moderne, parlons comme ça. Je répète ça. Hein. Le traité Germano-Douala est l'acte inaugurateur de la politique moderne au Cameroun. Et de ce point de vue-là, il est historiquement très symbolique. Il est symbolique dans le sens où il est le reflet très concret de la nature du rapport à l'Occident et de la manière par laquelle nous avons rencontré l'Occident, ce traité-là. Dès sa signature, il a déjà une dimension nationale, locale, mais internationale. Le retentissement de ce traité est puissant, il est fort, non seulement du point de vue de l'esprit qu'il porte, qu'il a fécondé et qu'il impose aux deux parties. Il est puissant par sa légalité factuelle, là. Il est puissant par sa légalité factuelle parce que, comme vous le disiez, les termes sont clairs. Il est succinct, bien écrit, et les droits des différentes parties sont bien élaborés, précisés. Sa légalité est puissante. Sa spiritualité est très concrète. Voilà deux peuples différents à tout point de vue, qui à cause de la géographie, c'est-à-dire de la position particulière du peuple Sawa, au bord de la mer, au bord de l'eau, à la porte d'entrée du Cameroun, place ce peuple-là dans un rôle historique majeur. Il va être le peuple qui garde les côtes du pays et de ce fait reçoit les peuples étrangers qui veulent commercer avec le Cameroun. Parce qu'il faut savoir que le commerce du Cameroun avec l'étranger est aussi vieux que le monde. Hein. Très vieux, il est très ancien. Et les Douala, le peuple Sawa est dans ce commerce-là depuis des âges les plus reculés. Et il y a une antériorité de la présence Sawa et de la maîtrise des côtes à tout point de vue par les Sawa. Il y a une antériorité, une très très vieille antériorité qui a permis à ce peuple-là de maîtriser tous les métiers liés à la côte, et de s'imposer comme étant l'intermédiaire incontournable entre l'Interland et la côte. Bon, c'est un fait historique. Donc il y a tout ça dans ce traité. Quand les Sawa sont sur la côte, ben, ils ne parlent pas seulement pour eux. Même les peuples qui sont à l'intérieur, ils parlent aussi pour les peuples qui sont à l'intérieur. Ils les représentent d'une certaine manière. Donc, il y a une puissante spiritualité qui dégage de ce traité parce qu'il est question de gérer deux peuples qui ne se connaissent pas, c'est là comme pour la première fois, de bâtir une fraternité qui d'office a une portée universelle. Parce que les cultures vont se brasser, les affaires vont se brasser, les intérêts vont se croiser. Il y a, avec tout le potentiel conflictogène qu'il y a dans tout ça, mais on voit à travers ce traité-là l'élévation des chefs Douala qui, dans leur visée, veulent transformer tout ce potentiel chrysogène, conflictogène, en une fraternité humaine de portée universelle. Les Allemands n'ont pas été à la hauteur. Ça, c'est la première. Ils n'ont pas été à la hauteur. Et il faut interroger, il faut comprendre ça en rapport avec les évolutions futures. Vous voyez la dimension de ce que je suis en train de mettre sur la table. Ils n'ont pas été à la hauteur. C'est comme si, en fait, les Allemands sont dans les capacités de comprendre une telle démarche.
D'abord à cause de l'esprit allemand, j'aurais dit l'esprit germanique. Ils ne sont pas dans la capacité de comprendre que un peuple soit très tôt ouvert à l'universalité, ouvert au monde. Ils ne comprennent pas. Pendant que les chefs savants sont sincères, les Allemands rusent. Dès la signature du traité, ils sont déjà dans la ruse. Et ils vont transformer ça, je l'ai déjà dit, je vous répète à dessein, en un droit à coloniser le Cameroun. Ce qui est un crime absolu. J'ai dit qu'il y a eu une résistance extraordinaire. Mangabel et les autres sont entrés dans l'histoire pour ça. On ne cédera pas nos terres, on ne cède pas on ne cédera sur rien. Je pense que l'esprit du Djemeya est né à ce moment-là. L'esprit du Djemeya. On donne sa vie pour la cause juste. On est là dans les fondations du patriotisme camerounais, de cette intransigeance quant à ce qu'on ne cède pas à l'étranger, ce qui nous est essentiel, et qu'on donne sa vie, on verse son sang pour la patrie. Nous sommes dans la fondation du nationalisme camerounais. Là, il est né là. De manière fondamentale, il est né là. Donc, les dimensions de ce traité-là sont extraordinaires. Donc, vous posez la question sur le condominium franco-anglais. Mais il n'a aucun fondement juridique. Il n'a aucun fondement légal. On est dans un acte colonial pur et simple. On est devant un acte de banditisme historique basé sur la force purement et simple et une interprétation abracadabrantesque d'un contexte où la Société des Nations, évidemment, comme l'ONU, qui va la remplacer, a déjà failli même avant de commencer à exister. L'Allemagne a perdu la guerre en rapport avec les prophéties et les prédictions des héros Douala, qui sont en fait des héros camerounais désormais. Ce sont des héros camerounais désormais. Mangabel a dit des choses avant sa mort. Tous ces gens ont parlé, ils ont parlé, Mangabel a parlé, ils ont parlé. Et ce qu'ils ont dit, c'est réalisé. L'Allemagne a perdu la guerre et elle a perdu le Cameroun. L'Allemagne ne s'en remet pas jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de la puissance spirituelle de ce traité. L'Allemagne ne s'en remet pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ayant perdu la guerre, le Cameroun est libre. Oumniobé a raison. Et là, vous me permettez de m'arrêter sur la continuité historique, spirituelle, intellectuelle du patriotisme et du nationalisme camerounais. Oumniobé, c'est l'héritier du traité germano-douala. C'est l'héritier. Parce que Oumniobé n'existe pas. Il ne peut pas parler à l'ONU s'il la fondation qui légitime, qui nourrit, qui féconde son discours et sa passion patriotique, c'est le traité de Douala. Donc c'est l'acte fondateur du traité de Douala réapparaît encore dans une majesté extraordinaire dans le discours de Oumniobé à l'ONU pour démontrer que le Cameroun est libre en fait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Yes, but Mr. President, the problem I ask myself is that why is it that, as you said, Oumniobé said also in the UN Tribune that in 1913, at the end... He's not saying it's an reaffirmation of a truth. Yes, he affirmed, yes. Historical truth. Facts, okay. Yes, facts. That at the end, that the agreement concluded with the Douala and the German had expired in 1913. It is true, as you have said also, that Cameroon was a free territory. But how come that after the defeat of German in Cameroon, the Douala and all the coastal local people did not continue to oppose Germany and French the same agreement they opposed to German? Because we saw that in 1916, there was no international policy to organize colonial powers because the League of Nations was created in 1922. And the Paris Peace Conference was not yet, because the Paris Peace Conference took place in 1919. But how come that in 1916,
it seems as if the Cameroonian, the coastal people of Cameroon, did not oppose this same resistance of Germans to British and France. Je vous ai dit que l'Allemagne s'est imposée par la force. Une guerre coloniale a été livrée contre les populations camerounaises avec tout ce que cela comporte comme conséquence. À la fin de la guerre, le hold-up continue. C'est-à-dire que c'est la loi des puissants et des vainqueurs qui s'impose. Mais déjà, les peuples sont déjà traumatisés, se remettent peu à peu, se remettent difficilement de la violence allemande, de la violence coloniale allemande, qu'ils n'ont même pas le temps de respirer, que déjà la France et l'Angleterre sont allés s'entendre pour remplacer la violence allemande par la violence franco-anglaise. La force. C'est là de la force. Donc quand vous dites que les peuples n'ont pas pu opposer, mais la résistance a continué, elle n'a jamais cessé. La résistance a continué, mon cher Djengele. Vous croyez que le condominium s'est imposé facilement comme ça? Non. La résistance a continué. Simplement, après le choc de la Première Guerre mondiale, il est intéressant déjà de voir comment comment la perte de l'Allemagne du Cameroun, comment ça laisse, ça laisse un héritage qui n'est pas facile à gérer. Il y a des entreprises françaises, allemandes qui sont au Cameroun. Il y a tout un héritage économico-financier, infrastructurel qui est là. Il faut lui trouver de la destination. Déjà, vous voyez que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, profitaient de la présence allemande devraient digérer la défaite allemande, se donner, c'est-à-dire se donner de nouvelles destinations, de nouvelles orientations. Et tout ça avait un impact sur l'organisation, n'est-ce pas, du nationalisme camerounais. Donc il y avait une nécessité de redéfinir ce nationalisme-là face à la nouvelle donne. Donc, deuxièmement, vous devez comprendre que l'essentiel, la majorité, pas tous évidemment, vous avez dit qu'il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui bénéficiaient de la présence allemande. Cela, évidemment, était dans une nostalgie, n'est-ce pas, de la défaite de l'Allemagne qui signifiait la perte d'un protecteur, d'un parrain. Alors, vous imaginez que tous ceux qui ont subi la colonisation allemande et la violence allemande regardaient l'arrivée du condominium avec, je veux dire, à défaut d'être heureux de dire c'est mieux. C'est-à-dire que l'Allemagne a perdu, tant mieux. Mais attendons voir ce que les Anglais et les Français vont faire. Parce que c'était d'abord de dire que maintenant, mais qu'ils s'en aillent, ces Allemands, avec tout ce qu'ils nous ont causé, comme tort, la violence, tout ça. Alors, vous savez, il y a des théories qui justifient la colonisation, je ne m'y attarde pas. Parce que ce que vous avez demandé aux Allemands, on dit on a construit des ponts, on a fait ceci, on a fait le tribunal de l'équité, etc., des bêtises comme ça. Moi, je ne m'attarde pas sur des bêtises. Ce sont des... En fait, c'est insulter la mémoire historique des peuples. Donc, l'immense majorité des populations camerounaises de l'époque, et en particulier l'essentiel des peuples savois de la côte, évidemment, ne pouvaient que accueillir le condominium avec un regard, je veux dire, un peu bienveillant, en disant que, ok, on va voir ce que ça va donner. Mais rapidement, la déception va succéder, il y aura une continuité en termes de déception, et la résistance va reprendre son cours. Elle va reprendre son cours. Et c'est à ce moment-là, essentiellement, que le nationalisme camerounais va connaître, comment je veux dire ça, va franchir une nouvelle étape. D'abord, en termes de stratégie politique, de stratégie politico-stratégique, vous pouvez tendre ça à savoir, les élites sont partagées entre deux démarches. Fidélité à l'Allemagne, ou saisir l'opportunité qu'offre le condominium. Et on va voir très bien que une élite politique va commencer à se constituer autour de certaines revendications. Et ça va culminer dans l'émergence de la JECAFRA, Jeunesse camerounaise française. Donc, ce n'est pas le hasard. Vous voyez très bien qu'il est question de profiter
de la fin d'un cycle international qui va se clôturer avec l'avènement de l'ONU et l'éviction historique de la Société des Nations. Il est question de profiter de ce statut-là, de cette situation-là, pour libérer le Cameroun. Et la JECAFRA participe de cette stratégie-là. Certes, le colon français va l'encourager. Moi, je ne veux pas insister sur les stratégies des Français constituant déjà diviser l'élite savoir, à continuer la politique allemande. C'est la question foncière, c'est les revendications foncières, savoir, les élites savoir. Ils s'imaginaient que la France serait honnête de rétablir la vérité sur le conflit foncier. Mais la France va continuer dans cette dynamique-là, mais en essayant plutôt d'opposer, de diviser les élites. Or, cette revendication au niveau ces revendications historiques des peuples de la côte vont, n'est-ce pas, servir de base, de matrice à l'élargissement progressif des revendications pour les élever au niveau d'une dimension nationale. Indépendance. Ça commence là, l'idée d'indépendance. Réaffirmer le statut du Cameroun, la réaffirmation du statut du Cameroun. On n'est pas une colonie. Reprendre les acquis de la Société des Nations pour opposer ça, n'est-ce pas, aux nouveaux occupants. Et leur rappeler que vous ne pouvez pas nous traiter comme une colonie, nous sommes un État libre. Donc voilà la matrice, les matrices basiques de ce nationalisme camerounais qui, après la défaite de l'Allemagne, se retrouve dans une réorganisation, n'est-ce pas, au niveau de sa légitimation en termes idéologiques, au niveau de sa structuration, n'est-ce pas, organisationnelle, et en termes d'élite de personnes, nouvelles générations qui émergent. Et la JECAFRA va être, à partir des années, je crois, 36, va être au cœur de cette réorganisation et de cette réaffirmation. Mais la même intransigeance continue sur le statut libre du territoire et du pays. La réaffirmation de cette liberté et essayer de fusionner toutes les revendications, n'est-ce pas, des peuples du pays dans la grande idée de l'indépendance. Monsieur le Président, vous faites une analyse très pertinente de les différents régimes successifs au Cameroun, les régimes internationaux que le Cameroun a subis depuis l'avènement du traité Germano-Douala, la perte de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale et l'impact que ça a eu sur le mouvement nationaliste camerounais. Monsieur le Président, vous avez touché un pan et j'aimerais m'apaisantir dessus. Vous avez dit le mouvement, le condominium, les élites à l'époque avaient deux choix. Soit de saisir l'opportunité que le condominium leur offrait, soit de donner fidélité à la France, jurer fidélité à l'Allemagne plutôt. Mais Monsieur le Président, est-ce que les régimes internationaux qui se sont succédés au Cameroun ne sont-ils pas le signe que le problème national camerounais est devenu un problème mondial pour les institutions internationales? Il n'est pas devenu, il est. Je vous ai parlé de toute la dimension du traité de Douala qui oppose l'Allemagne. N'oubliez pas que déjà avant ça, les peuples de la côte traitaient avec les Anglais. Ils ont rencontré, je vous ai dit, tous les colonialismes occidentaux sont passés par le Cameroun. Tout, depuis la colonisation portugaise jusqu'à les Hollandais sont passés, les Espagnols, etc. Tous sont passés par le Cameroun. Ces passages-là ne sont pas des passages anodins, ce n'étaient pas des passages sporadiques. Les Portugais, par exemple, ont été très émerveillés par le mont Cameroun et ils l'ont appelé Char des dieux. Ce n'était pas le hasard. Les Portugais ne sont pas les seuls peuples à étudier le caractère divin du mont Cameroun. Ils ne sont pas les seuls. Donc, vous voyez que même de par la géographie, il y a déjà cette dimension mondiale, cette dimension internationale de la question camerounaise. Et le traité Germano-Douala faisant, la défaite de l'Allemagne qui perd le Cameroun, il faut trouver
il faut donner un statut à ce pays. On parle du protectorat, on est au condominium. Mais tout ça, c'était juste, parce que justement, la communauté internationale, entre guillemets, de l'époque, le monde international a de la peine à donner un statut à ce territoire. Il n'arrive pas. Mais c'est simple. Quand il y a un problème, mais il y a un traité. Mais il y a un traité. Et le traité a débouché sur le statut de protectorat. Le protectorat, ce n'est pas la colonisation, ce n'est pas un droit à coloniser. Donc, il y a cet héritage-là. Ce n'est pas parce que la Société des Nations n'existe plus, mais que ces héritages juridiques internationaux perdent de leur valeur. Donc, c'est même cette prétendue communauté internationale coloniale qui... attends, mais il n'était pas obligé de... Pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés de faire ça? Il n'était pas obligé de reconnaître ça. Mais c'est parce qu'ils sont tellement perturbés par ces héritages-là qui sont le fait de la puissance des accords du traité germano-douala et des combats des peuples camerounais, je vous ai dit ça, qu'ils sont obligés d'inventer les affaires comme condominium. Ils inventent ça, le condominium. Mais même ça, ils ne vont pas respecter. Parce que le condominium franco-anglais, ça veut dire quoi? Dans les faits, ça signifiait quoi? Qu'à partir du moment où on ne reconnaissait pas, il fallait traduire en réalité le statut du territoire qui n'était pas une colonie. Donc, passer de protectorat à condominium, ce n'était qu'une façon d'habiller une autre nouvelle escroquerie, n'est-ce pas, qui va conduire le pays dans un drame extraordinaire qu'on va appeler la guerre d'indépendance au Cameroun. Donc, le condominium n'était que le masque, un faux masque d'ailleurs qui n'avait aucun contenu précis réel. Un faux masque qui permettait à la France et à l'Angleterre de se partager le Cameroun. Crime des crimes, de se partager le Cameroun. C'est extraordinaire, pour partager le pays. C'est la base de quoi? On aurait dit, même pas à dire, c'était la morale et le droit des vainqueurs. C'était la morale et le droit des vainqueurs. Nous sommes les plus forts, on a gagné la guerre, allez, on se partage le Cameroun. Voilà, la continuité coloniale. Monsieur le Président, j'aimerais également que vous vous apaisantissiez sur la dynamisation du mouvement de revendication pour l'indépendance. Vous avez dit qu'au Mniobé, la majeure partie des syndicats se sont inspirés de ce statut international du Cameroun pour revendiquer l'indépendance, l'autonomie. Et jusqu'à présent, Monsieur le Président, est-ce que sur le plan du fond, l'ONU n'a-t-il pas failli? Mais l'ONU continue les escroqueries de la Société des Nations, du condominium, en passant parce qu'on avait appelé la Convention franco-britannique. On est en 1916. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette convention? Je vais vous lire. Il y a l'enjeu du bec de canard, qui est rétrocédé à la France, qu'il avait précédemment cédé à l'Allemagne en 1911. Donc, par un tour de passe-passe juridique, la France et l'Angleterre éclatent le Cameroun. Je suis en train de lire mon discours du Congrès. Hein, éclatent le Cameroun en morceaux. En morceaux. Donc, vous voyez comment, je vous dis, il y a une continuité de la négation d'abord des traités, de la négation du statut juridique du Cameroun. Je le dis encore, c'est un protectorat. Si l'Allemagne perd la guerre, mais le statut du Cameroun ne change pas. Puisque, attendez, la guerre n'efface pas les conventions internationales. La guerre n'annule pas les traités que les gens ont signés. En tout cas, un traité engage deux parties. Ben, une partie a trahi, a failli à sa parole, mais même quand elle a failli à sa parole, elle a été obligée de donner un vernis juridique à sa trahison, c'est le protectorat. Et quand l'Allemagne perd la guerre, ben, le Cameroun se retrouve, lui, avec un document, avec un statut qui est reconnu par la communauté internationale de l'époque coloniale de l'époque. Donc, déjà, vous voyez comment les combines commencent. Une convention franco-britannique de 1916 remplace le protectorat. On ne sait pas sur quelle base. On ne sait pas sur quelle base. Et on commence à se rétrocéder mutuellement
le territoire, on le partage, on l'éclate, pas des tours de passe-passe, n'est-ce pas? Et par la suite, dans la même logique que l'Allemagne, n'est-ce pas, la France a décidé de transformer les régimes de mandat. C'est-à-dire 1919, 1945, ensuite les régimes de tutelle 1946, 1960, 61, en régime de colonisation de fait. C'est-à-dire que derrière tous les habillages juridiques, les pays occidentaux, les colons et les colonialismes qui se sont succédés sur la côte camerounaise n'avaient qu'une ambition, coloniser le territoire. Le coloniser. Mais comme ces colonialismes ont toujours trouvé en face de la résistance, n'est-ce pas, ils étaient obligés, malgré eux, de ne serait-ce que accepter, n'est-ce pas, pour la façade, la réalité du statut de ce territoire. C'est toutes ces pérégrinations juridiques, n'est-ce pas, et politico-juridiques, où la violence coloniale de facto se sert d'une façade juridique pour continuer la colonisation. C'est ça le drame camerounais. Et transformer un territoire qui n'a jamais été une colonie en une colonie. Le discours de Oumyobé est clair. C'est d'une limpidité extraordinaire sur la question. Et les patriotes camerounais vont être constants. Depuis les héros Sawa, les patriotes camerounais d'origine Sawa, c'est une constance de rappeler au monde le statut du Cameroun. Ce n'est pas une colonie. Il n'a jamais été une colonie. Ce pays a décidé de s'ouvrir au monde. C'est un pays qui a l'universalité collée à sa cheville. C'est ce qu'ont démontré les patriotes, les Sawa, les chefs Sawa, et les Oumyobé, et tous les patriotes camerounais qui vont se succéder dans les différentes phases du combat de libération de notre pays. Donc l'ONU n'a fait que continuer le travail de son prédécesseur, Société des Nations, et évidemment a couvert le jeu des puissances coloniales, la France et l'Angleterre, dans le partage du Cameroun, dans les différentes phases d'amputation du territoire, comme ça, c'est une base purement coloniale, jusqu'à la guerre d'indépendance, que la France va imposer au peuple camerounais. Mr. President. En fait, c'est ça, les régimes de mandat, c'est ça, les régimes de tutelle. Mr. President, thank you again for this brilliant analysis. But with your excuse, we are talking about the foundation of Cameroon, and I would like to insist of the role played by the UPC. Mr. President, what will you have been, according to you, Mr. President, what will you have been say or analyzed in the present foundation of Cameroon, in the state of Cameroon of now, if the UPC had not been banned in 1955? In other words, do you believe that UPC in clandestinity has influenced at whatever level the foundation of the state of Cameroon? Premièrement, vous me permettrez de revenir, d'insister sur les statuts successifs du Cameroun au niveau international, de bien comprendre cette affaire. Ça permet de bien comprendre, votre question, les fondations de l'État de Cameroun. Et deuxièmement, l'action des patriotes camerounais, depuis les héros Sawa jusqu'à la maturation de ce nationalisme-là dans le cadre de l'UPC. C'est le même combat. Lorsque nous parlons de chef Douala, il faut que les gens comprennent que c'est le même combat, parce qu'il y a une tendance à régionaliser et à tribaliser le patriotisme. Et il faut rappeler que la tribalisation du patriotisme n'a aucun fondement historique. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que les chefs Douala représentaient le Cameroun, parce qu'ils représentaient aussi les peuples de l'Interland. Ils représentaient, ils assuraient le pont, l'intermédiation. D'ailleurs, je vous apprends que déjà à l'époque, il y avait un port. À l'époque des chefs Douala, c'était le port, il y avait un port. Il y avait une monnaie.
le clou, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une monnaie qui avait sa valeur, qui avait une valeur internationale reconnue, et qui assurait les transactions entre les chefs douala et les commerçants allemands. C'était pareil avec les Anglais. Donc c'était un port reconnu. Hein. Donc, vous voyez très bien qu'un port, ce sont les marchandises qui viennent de l'Interland, qui sont stockées, qui sont gérées, qui subissent le connaissement. Toutes les transactions qu'on fait dans un port actuel, croyez-moi, à l'époque déjà ça se faisait. Et c'était les commerçants, les chefs douala qui étaient au cœur de cette dynamique-là. Donc ils représentaient les peuples de l'intérieur. Donc il y a une tendance, il faut d'abord commencer par dénoncer cette tendance à vouloir tribaliser le patriotisme camerounais. Alors, quand on dit de dénoncer la tribalisation, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas les apports des peuples. C'est peut-être que le patriotisme camerounais, il est réellement national parce que tous les peuples du Cameroun se sont battus contre la colonisation. C'est ça, c'est extraordinaire. Tous les peuples du Cameroun, dans toutes les régions du pays, se sont battus contre la colonisation, depuis la colonisation allemande, n'est-ce pas? Et c'est je répète ça, c'est ce patriotisme-là, ce nationalisme-là, irrigué par le sang des patriotes, nourri par ce sang-là, qui va mûrir au niveau le plus culminant dans l'UPC, le mouvement UP6. C'est très important de rappeler ça. Donc, la fondation de l'État du Cameroun, on ne le comprend pas si on ne traite pas sérieusement la question du statut du Cameroun. Et il y a un ensemble, tout à l'heure vous le disiez, un ensemble de statuts successifs. Vous avez, j'ai dit, le protectorat, 1884-1916. Vous avez le condominium franco-britannique, 1916-1919. Et vous avez donc le territoire sous mandat de la Société des Nations, 1919-1945. Et vous avez le territoire sous tutelle de l'ONU, 1945-1960-61. Donc voilà les différents statuts du Cameroun. Donc vous voyez que de 1984 jusqu'à 1960-61, mais ce pays, son statut continue, c'est-à-dire que la communauté mondiale, dite internationale, reconnaît que ce pays, ce n'est pas une colonie. Ce n'est pas une colonie. La communauté, c'est reconnu. C'est-à-dire, malgré le changement de statut, on n'arrive pas à nier cette évidence-là, qui est un fait constant. Et deuxièmement, il y a un fait intéressant, sur lequel je voudrais revenir. C'est-à-dire que, sur quelle base, donc, l'Allemagne peut réclamer le Cameroun? Pourquoi l'Allemagne s'est mise à réclamer le Cameroun? Parce que les gens l'oublient, quand l'Allemagne perd la guerre, elle lance une campagne internationale puissante pour revendiquer, c'est extraordinaire, pour réclamer le Cameroun. C'est sur quelle base que l'Allemagne le fait? C'est sur quelle base? Ça ne peut être que sur la base du protectorat. Donc, le protectorat lui-même, qui est la conséquence directe du traité germano-douala. Why the protectorate was not a colonized act? Donc l'Allemagne, c'est une bataille. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne n'a jamais renoncé. Je vous dis ça, hein? Ne vous fiez pas aux apparences. Ce contentieux, il est là. Ça parce que l'État camerounais actuel, qui assume un héritage sur lequel d'ailleurs nous reviendrons certainement, gère cette affaire à sa manière. Mais c'est là. C'est là. L'Allemagne réclame le pays. Alors, on demande aux Allemands, vous réclamez quoi? Vous réclamez quoi? Une colonie? Pas possible. Qu'est-ce que vous réclamez? Donc, il est important de rappeler ça. Donc, la fondation camerounaise, elle est là, d'État Cameroun, elle est là. Sa fondation, c'est fondamentalement d'abord le comportement des peuples camerounais, leur démarche historique à l'égard, du fait colonial, de la rencontre avec l'étranger, de la rencontre du monde. Dans quelle perspective le Cameroun, les Camerounais rencontrent le monde? Eh bien, la perspective est attestée par le traité germano-douala, sur lequel je ne reviens pas. Tout à l'heure, j'ai rappelé ses enjeux, sa dimension spirituelle, sa dimension juridique, son internationalité, son universalité. Je parle du traité germano-douala. Universalité même qui a une dimension anthropologique, dans le sens que quand vous lisez le traité, vous voyez le niveau
de compréhension des enjeux internationaux que déjà le chef Douala avait. Extraordinaire. Quand Oumyobé va reprendre de manière extraordinaire dans différents discours à l'ONU. Il est extraordinaire que les juristes camerounais, je suis désolé, les juristes camerounais et les internationalistes camerounais n'aient pas fait des recherches sur les discours de Oumyobé et même sur ces traités pour leur donner la dimension universelle et fondatrice, je répète, en termes du droit international. Parce que quand on parle du droit international, qu'est-ce qu'on fait? C'est le droit des vainqueurs occidentaux. C'est-à-dire c'est la codification des différentes juridisations des victoires occidentales par la violence, on connaît ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'apport, par exemple, de Chef Sawa? Ce document-là, est-ce qu'on l'a sérieusement travaillé sur le plan juridique? Est-ce que sa valeur juridique, sa valeur internationale est suffisamment mise en... est suffisamment... comment on dit ça? Mise à jour par nos juristes. So, Mr. President, you are affirming that... Y compris, je vous dis, cette question des différents statuts du Cameroun. La chape de plomb qui pèse sur la valeur et la signification historique, constitutionnelle, je le dis encore, et juridique, internationale, c'est-à-dire que qui pèse sur ce contentieux-là, n'est que le reflet de la situation politique et historique de notre pays, qui n'est pas encore libre. Et il ne le sera pas tant que ça ne sera pas réglé. Donc, fondation du Cameroun, voilà la fondation du Cameroun. Le Cameroun est né comme ça. La radicale volonté des peuples de rencontrer l'universel, de s'ouvrir à l'universalité. Mais sans céder sur les intérêts nationaux. Ils ne sont pas négociables. Le Cameroun rencontre l'international pour faire prospérer ses intérêts nationaux, pour développer les intérêts nationaux à la dimension de ce que l'universalité nous offre. Le Cameroun n'a pas rencontré l'international pour devenir une colonie, mes chers modérateurs. Je répète ça, pas pour devenir une colonie. Et nous l'avons affirmé face aux Allemands, en versant le sang, par une résistance la plus héroïque qui possible. Nous l'avons affirmé avec l'UPC. Et la résistance UPCiste est un patrimoine mondial désormais. Voilà la fondation de l'État camerounais. C'est sa base-là. Ce n'est pas l'héritage du colon français. Ce ne sont pas les destinées politiques, juridiques, économiques que le colon français, dernier colon, historiquement parlant, et le colon anglais nous ont donné, qui peuvent, comment on dit ça, qui peuvent rester comme étant la fondation de notre pays. Mais c'est ce qu'on vit. Et c'est ça le contentieux historique. Je n'ai pas contentieux. C'est ça le problème historique du Cameroun. C'est ça le problème national camerounais. Il est là. Et il ne faut pas rêver. Hein. On ne s'en sortira pas tant qu'on n'a pas réglé ça. Et les conséquences, quand on dit règlement, tout à l'heure on y reviendra. En termes de règlement, vous allez voir que quand on met la question sur la table, il est question de l'invention d'un nouveau Cameroun. Totalement. Et vous ne pouvez pas inventer un nouveau Cameroun sans inventer un nouveau monde. C'est le combat des panafricanistes. Et vous comprenez pourquoi les panafricanistes camerounais sont comme ils sont. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes dans le combat panafricaniste et pourquoi nous parlons comme nous parlons. Et pourquoi nous problématisons les questions universelles, les questions mondiales en rapport avec le Cameroun et l'Afrique de la manière que nous faisons. C'est parce que voilà les fondations. Ça part d'ici. J'ai laissé de côté l'esclavage. Hein. Et même pendant l'esclavage, les Camerounais se sont distingués. Tous les récits des esclavagistes vous disent que les Camerounais se caractérisaient par une résistance extraordinaire et préféraient se suicider dans la mer que de se laisser être esclaves. Bimbia est là pour témoigner ça si on prend seulement le cas de Bimbia. Les écrits sont là pour le démontrer. Écrits esclavagistes, consignés par les historiens camerounais, vous enseignent sur ces choses-là. Donc, voilà les fondations d'État du Cameroun. Il n'y a pas d'autre fondation, hein, parce que, je répète encore, on ne peut pas convoquer les exploits des colons. C'est-à-dire destruction de nos peuples, vol des terres, saccage des cultures, destruction des héritages.
On ne peut pas faire de ça la fondation de notre pays. Aucun pragmatisme ne peut justifier ça. Je dis aucun pragmatisme ne peut justifier ça. Aucune sagesse ne peut justifier ça. La sagesse étant, certes, l'analyse rationnelle des rapports de force, mais on ne cède pas. On ne peut pas céder ça. Donc, voilà pourquoi j'ai dit dans mon discours que le Cameroun, il y a une différence entre le Cameroun mort et le Cameroun vivant dans mon discours. J'ai rappelé tout ça. Voilà pourquoi nous avons convoqué pendant le congrès une espèce de méthodologie introductive pour comprendre le Cameroun et ses problèmes. Mais et c'est même ça qui sépare et fonde les frontières politiques au Cameroun. C'est ça qui sépare. Vous avez des forces politiques qui estiment qu'il faut oublier ça. J'ai appelé ça le présentisme. Il faut oublier tout ça. On ne parle pas de ça. Il ne faut pas énerver les Français. Il ne faut pas énerver la communauté internationale. Il ne faut pas soulever les vieux dossiers. C'est compliqué. Mais en même temps, plus on enterre ces dossiers, plus le Cameroun est menacé parce qu'on ne peut pas fonder une nation sur un tel niveau d'injustice. C'est impossible. Et nous sommes les continuateurs des chefs de qui ont signé. Continuateurs des IPC, de tous les résistants qui sont venus de tous les coins du Cameroun. Parce que le Cameroun est particulier. Hein. Tous les coins du Cameroun ont résisté. Il n'y a pas de peuple plus résistant que l'autre au Cameroun. Laissez ça. Les gens qui connaissent les histoires, là, ils savent de quoi ils parlent. Tous les peuples du Cameroun, chacun a fait sa guerre. Et ensemble, on a fait la guerre. Pour faire émerger la nation camerounaise. Donc, et c'est tout ce qu'on a dit pendant le congrès. Et c'est ça, mon cher Jules, la question, c'est ce que nous appelons l'internationalité du Cameroun. Il y a, ce n'est pas une querelle, le mot contentieux est petit. Mais je ne sais pas quel mot utiliser. C'est le problème, c'est un problème, ça va choquer certaines personnes, ce n'est pas le chauvinisme, mais je dis la vérité. Je ne suis pas chauvin, moi. Nous ne sommes pas chauvins, c'est connu. Mais la question de l'internationalité du Cameroun est au cœur des relations internationales. Bon, je ne vais pas vite entrer dans la géospiritualité, mais c'est au cœur. Et ça se voit. Dès que vous savez la question du Cameroun, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Société des Nations, l'ONU, et dans sa composition actuelle, avec son Conseil de sécurité, et la tête de Washington apparaît immédiatement. Et tout ce qui va avec ça, et tous les annexes de ces gens-là, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Vous savez, le président Cameroun a l'habitude de dire que le Cameroun est une pupille des Nations Unies. Bon, c'est une façon de parler, c'est son style à lui, c'est une façon de parler. Mais comment sommes-nous devenus une pupille des Nations Unies? Comment est-il devenu? C'est-à-dire, comment on explique ça? La notion de pupille des Nations Unies, ça veut dire quoi? Mais il faut que le président du Cameroun explique ça au Camerounais. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Cameroun pupille des Nations Unies? Non, c'est une position diplomatique, de sagesse. Mais voilà le problème. Voilà le problème. Et il faut qu'on le règle. Mr. President. Et il sera réglé, rassurez-vous. Mr. President Banakani, without issuing what you have just said, Mr. President, UPC thrives on the revolution, nationalism revolution as a political ideology. So according to you, you are affirming that this revolution, this nationalism revolution has a deep foot on the foundation of Cameroon. And if this is the case, it means that up to now we can talk of the immortal arm of UPC again. It's an evidence. It's an evidence. My dear brother Djengele. Comme Yobek l'avait dit, l'UPC est l'âme immortelle du peuple camerounais. Ce n'est pas les trois lettres là, non. Il veut dire que le patriotisme, la résistance à tout colonialisme, le refus de toute domination étrangère au Cameroun, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle l'UPC. Ce n'est pas les trois lettres, parce qu'après la bagarre, les trois lettres, ce n'est pas ça le débat. Ça n'intéresse personne. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire, vous croyez que les chefs de l'Ouest sont morts, pourquoi? Machiavel est mort, pourquoi? C'est pourquoi? Mais parce que la colonisation veut dire d'abord une première chose. On prend vos terres. Je me rappelais ça, mon ami Boukari Yaraba, il dit, c'est l'esclavage à domicile. On prend vos terres, on prend vos richesses. Et on vous prend vous-même physiquement, on vous transforme en indigène, en esclave chez vous.
L'esclavage d'avant, c'est on vous a transporté dans les Amériques. Là, la colonisation, c'est quand vous êtes esclave chez vous. Mais c'est-à-dire que c'est l'inacceptable. C'est-à-dire, on ne parle même pas de ça. On fait la guerre à l'esclavagiste. Non, non, on coupe sa tête, on finit avec lui. Parce que le statut d'esclave n'est acceptable par personne. Par personne. C'est pour ça que les chefs d'Ouala ont commencé par... Les Mengabel sont morts. Et ils ont passé le flambeau à la nouvelle génération de patriotes camerounais. Et je vous ai dit dans quel concours ils sont nés. Et ils sont nés comme par hasard. Comme par hasard, c'est l'enjeu de la revendication par l'Allemagne de son Cameroun. Mais c'est même encore une infamie. De son Cameroun, les Allemands. Ils doivent faire attention, les Allemands. Et leur Cameroun, c'est sur cette base-là encore que va naître la nouvelle génération de patriotes. Vous avez parlé de la JOCAFRA. Mais c'est pas la première. Il y a des organisations qui sont nées avant, qui étaient la continuité des revendications historiques du peuple camerounais, nées avec le traité germano-douala. Donc, l'UPC, quand on dit c'est l'âme immortelle, c'est que une nation n'en est pas une si elle n'a pas d'âme. Et c'est l'âme d'une nation qui l'a fait. Ce ne sont pas les institutions, Yangale et Jules. Ce ne sont pas les institutions. Ce n'est pas un État c'est pas un État dans sa corporité, dans sa structure physique. Ce n'est pas ça qui fait une nation. Vous pouvez avoir un État et n'être pas une nation. Ce qui fait une nation, c'est l'âme. Et c'est cette âme-là qui doit jeter l'écosystème qui engendre l'État et toutes ces structures, qui engendrent la mentalité nationale, la personnalité nationale. C'est ça que Oumniobé parle, c'est ça qu'on appelle l'âme. Et il dit immortel parce que aucune force au monde ne peut venir à bout de ça. J'ai dit aucune force au monde. Aucune force au monde ne peut venir au bout de cette âme-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est cette âme-là qui féconde, qui crée les cultures, c'est-à-dire les mécanismes existentiels. Que ce soit sur le plan culturel, sur le plan de la conservation anthropologique et généalogique, sur le plan du génie créatif, qui va se traduire par la production de savoirs utiles, créer des outils, fabriquer une économie, créer une société, fabriquer des finances, et faire de tout ça un tout qu'on appelle une nation, qu'on appelle un pays, qu'on appelle Cameroun. S'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé là, qui de vous peut imaginer le Cameroun serait aujourd'hui? Vous pouvez imaginer le Cameroun serait aujourd'hui? C'est ce que l'UPC dit, l'UPC originel. C'est ce que dit. Ça aurait pu s'appeler autre chose, hein? Ça aurait été la même chose. C'est ce que l'UPC dit. C'est ce que l'UPC dit. Que ça là, c'est l'âme immortelle du peuple camerounais. Et nous rappelons ça aux Allemands, aux Français, à la communauté internationale, qui continue les crimes, les crimes de colonisation, cette barbarie qui continue à l'incarner. Nous leur rappelons ça que, faites attention, aucune force au monde ne peut venir à bout de cette âme-là. Et c'est cette âme-là qui est dans le panafricanisme renaissant. Et qui, une fois de plus, est encore face à la communauté internationale, autoproclamée, pour lui dire que vous ne pouvez pas. Et vous voyez toutes les batailles qui sont en cours sur le continent africain, et vous comprenez pourquoi on est en première ligne. Comme on dit au quartier, c'est l'affaire là qui continue. Monsieur le Président, voilà. Est-ce que c'est le discours de M. Oumniobé à la tribune des Nations Unies où il disait que avant que le Cameroun accède à l'indépendance, il fallait qu'il passe d'abord par la réunification. Mais nous avons vu que l'ONU n'a pas fait cas de cela. La France et l'Angleterre ont continué cette logique coloniale que vous dénoncez et cela a abouti à la création de l'État du Cameroun par décret de Gaulle. Qu'est-ce que vous en pensez? La nécessité de faire précéder l'indépendance par la réunification est la conséquence directe de la... C'est un des faits directs du statut du Cameroun. C'est-à-dire que depuis l'Allemagne, on est libre. Vous voulez qu'on vous rappelle l'épisode de la France est libre au Cameroun? Pourquoi vous savez pourquoi le Cameroun n'est pas devenu la capitale de la France libre? C'était pour cette raison-ci. De Gaulle savait. On l'a compris que non. Fais attention. C'est un territoire libre. Et ce n'est pas pour rien que la France libère nous au Cameroun. Il n'y a aucun hasard. Ces choses-là sont calculées.
C'est parce que De Gaulle était conscient de ce quiproquo qu'il a fui pour aller faire de Brazzaville la capitale. Parce qu'il savait que, ok, la France est libre au Cameroun, c'est un fait, c'est clair et net, mais ce territoire, c'est un statut très compliqué. Il faut que j'aille me créer d'autres problèmes juridicaux internationaux qui vont profiter aux ennemis, dont l'Allemagne qui veille toujours, qui est à côté, qui veille. Parce que toutes les entreprises qu'elle a laissées disons comme ça, dans les zones anglophones, toutes ces grandes plantations-là, vous voyez qu'on a oublié? L'Allemagne a des possessions, je le dis à mon vision. Et il y a des endroits encore au Cameroun cachés. Les Allemands savent ça. Merci pour l'exclusivité. Oui. Et ce sont des dossiers d'État camerounais. Bon, comme nous sommes respectueux de l'État du Cameroun à l'heure actuelle, je ne dis pas plus, mais je vous le dis. Ce sont des dossiers, ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Donc, quand Oumniobé dit ça, c'est pour rappeler, d'ailleurs, c'est pour ça que les UPCistes originels écrivent Cameroun avec K. C'est une signature. C'est une remarque que nous avons faite. Oui, c'est une signature, c'est avec K, Cameroun là. Ça rappelle le Cameroun. C'est-à-dire, c'est le Cameroun tel qu'il était avant que les Allemands viennent faire leur crime ici, là, leur colonisation. Et il est pratiquement à 900 000 km². Vous voyez comment le Cameroun a souffert? On est parti de 900 000 km² à combien maintenant? À combien? 442. Vous vous imaginez? Vous imaginez le niveau d'imputation? Et ils ne savent pas ça. Ils ne veulent pas lâcher. Le bandit, le criminel à Yabacho, là. Je voulais y revenir. Le projet, c'est quoi? C'était de continuer cette amputation-là. Cette bombe à retardement, la crise. Et l'ONU était dans le jeu, avec son histoire de United People Organization, qui sert de façade juridique à des criminels comme les Yabacho pour aller à l'ONU justifier les démembrements de nos États et parrainé par les majors, c'est-à-dire les multinationales occidentales. Non, Monsieur le Président, est-ce que le Cameroun dispose donc... Attendez, j'arrive. Donc, c'est ça, quand Ruben Oumniobé, le Podol, porte-parole, un vrai, pas le farfelu qu'on a aujourd'hui, un vrai. Quand le Podol vous dit que avoir une réunification d'abord, pour rétablir, il faut rétablir une vérité. Il veut dire que vous nous avez amputé au complet. Mais dis donc, on peut entrer dans l'indépendance avec une séparation artificielle qui va créer des conséquences dans la gestion de l'État futur. Et c'est ça, c'est quoi la crise anglophone? Tous les gens qui ont dit que non, vraiment, Oumniobé était un radical, un extrémiste, on leur a laissé. Ça va aboutir à quoi? Et même voilà ça. Et ça va continuer. Il y a des âges pour que ces poisons remontent à la surface et gangrènent le pays. Ça devient des cancers qui se métastasent et qui ont des âges. Là, on a le deuxième âge, crise anglophone. Mais à quand le troisième âge? Si on ne règle pas le problème de manière fondamentalement. Bon, le grand dialogue a fait des avancées extraordinaires. Ça, il n'est pas question de remettre ça en cause ici. Mais il faut approfondir ça. Il faut régler totalement cette affaire avec cette question de l'internationalité du Cameroun. Ça, c'est clair. Donc, même les affaires de Bakassi, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? C'est tout ça. C'est tout ça. C'est-à-dire que Oumniobé, porte-parole et continuateur des chefs Sawa, leurs dignes fils descendants des Mangabel, etc., mais ont posé un problème clair. Et vous voyez, et là encore, vous voyez tous les enjeux qu'il y avait derrière. On divise des pays, on se partage, on pille les richesses, on s'accapare des richesses, on s'accapare des énergies nationales, on désorganise l'équilibre démographique, c'est-à-dire la colonne vertébrale de la nation, en injectant des oppositions à l'intérieur du pays, et il suffira qu'on les active le moment venu pour que votre pays éclate, devient ingérable. C'est pour ça que la question de l'unité nationale au Cameroun est une question plus profonde. Et on ne doit pas la poser. Et l'État camerounais actuel, avec ses contraintes internationales, pose ce problème sur un prisme, comment je vais appeler ça, sur un prisme néocolonial, sur un prisme de la raison d'État, qui n'arrive pas à réconcilier réellement et historiquement toute la nation dans une cause nationale. C'est pour ça que, bon, nous on salue
la création de cette commission nationale pour la réécriture de l'histoire du Cameroun. On espère qu'il n'y aura pas de tabou. Il n'y aura pas de tabou dans ce travail-là. Vous voyez, dès qu'on a créé ça, qu'est-ce que Macron a fait? Mais c'est vous qui jouez avec ces choses-là. Macron, il a mis sur pied une commission concurrente. Et il a pris les Camerounais, il a mis à l'intérieur. Mais monsieur le Président, pourquoi il s'allait faire tant peur? C'est de l'exigence du nationalisme camerounais. À cause de l'internationalité du Cameroun. Les Camerounais ne connaissent pas que leur pays est comme ça. Ce n'est pas seulement une internationalité juridique, hein. C'est une vocation universelle, au sens noble du mot. En fait, c'est là qu'il s'agit. Cette internationalité du Cameroun, cet enjeu-là, cache une vocation. Et un pays qui a eu à affronter tout ça, un pays qui a eu à affronter tout ce colonialisme, qui a affronté le colonialisme français, anglais, portugais, qui a affronté tout ce allemand, vous ne comprenez pas que si ce pays veut écrire son histoire réellement, mais il a appelé à une transcendance. Il est obligé de se transcender pour relire pratiquement toute l'histoire mondiale. Vous êtes obligé, si vous voulez écrire l'histoire du Cameroun de manière réelle, vous êtes obligé d'aller étudier l'Allemagne. C'est-à-dire que pourquoi l'Allemagne? Vous devez étudier le colonialisme allemand. On n'a pas le choix parce que quand il faudra solder tout ça, il faudra parler aux Allemands comme on parle à un Allemand. Il faut connaître leur histoire. Il faudra parler, bon, les Français, on les connaît tellement. Il faudra parler aux Anglais comme ça, on les connaît. Le British. Il faudra parler aux Américains. Et comment vous allez faire si vous ne parlez pas à l'ONU? Voilà pourquoi l'internationalité du Cameroun est quelque chose de... Les puissances la savent. La France connaît et ça, l'Allemagne. Ils connaissent que le pays ici est particulier et est spécial. Le jour où il s'éveillera, et on y est déjà, bon, on avait dit que quand la Chine va s'éveiller, le monde va trembler. Moi, je vous dis, quand le Cameroun s'éveille là, le monde va trembler. Monsieur le Président, il y a une figure... Et le panafricanisme fait trembler le monde. On est qu'au début. Hein. Le panafricanisme fait trembler le monde, monsieur. On est qu'au début. Hein. C'est tout à votre honneur. Je vous en prie. Le docteur avec mes camarades de combat. Le docteur Louis-Paul Ojola, monsieur le Président, est une figure historique dans l'histoire du Cameroun. Selon vous, quel est le rôle qu'il a joué dans le façonnage de l'élite politique au Cameroun? Un parfait voyou colonial. Chef des voyous, c'est-à-dire que Ojola c'est la colonisation française faite chère. C'est l'esprit colon fait cher. C'est-à-dire le gars, il était malin, il allait loin. Hein. Ojola voulait faire ici ce que Léopold a fait pour le Congo. Léopold. C'est-à-dire que qu'on rende le Cameroun indépendant, mais qu'il appartienne aux colons français de l'époque. C'était le combat hein, de l'époque, sous la direction de ce criminel, Ojola. C'était sa revendication. Il a créé les états généraux de la colonisation française. Mais c'est Ojola. Et il avait un puissant lobby en France. Et ce puissant lobby-là a un permission de dire que non, on ne veut pas d'indépendance ici. On ne veut pas d'indépendance. Il faut qu'on reproduise une espèce, comme en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de sécession à l'égard de la métropole, mais le Cameroun nous appartient. C'était le projet d'Ojola. Et ce projet-là, il a fait partager sa part en créant une classe d'endocolons. Et là, vous êtes à la naissance de l'endocolonat camerounais. Ojola est le père sévère, est la figure totémique de l'endocolonat camerounais, historiquement parlant. Il va fédérer autour de lui les Aïdjo, les André-Marie Mbida. C'est-à-dire que j'ai le nom ici. Allez-y, président. Allez-y, président. Il faut que permettez que je relise ces noms-là, parce que ça va faire plaisir de rappeler. C'est une émission qui est en même temps très ces noms-là, j'avais, dans mon discours, j'avais parlé de ces différents noms-là, qu'on ne peut pas faire la portée au Cameroun. Vous voyez, vous avez les gens comme Charles Okala, Paul Monté, vous ai parlé d'André-Marie Mbida, je vous ai parlé d'Amadou Aïdjo, etc. Il y a toute une génération, n'est-ce pas,
donc de députés, même à l'époque, quand on commence à faire l'Assemblée territoriale du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun. Mais c'est au cœur de ce qu'on appelle la sélection des élites. Et je vois la question qui tourne dans votre tête. Il les sélectionne comment à l'époque? Mais on croise dans sa pédagogie sélective, dans son rôle de sélectionneur historique du personnel endocolonial qui va présider du Cameroun indépendant tel qu'Ojula l'envisage. Vous y croisez, il va croiser les méthodes ésotériques, sectaires, il va croiser les méthodes religieuses, et magiques. La magie qui crée des endocolons, la magie. C'est-à-dire des pratiques extrêmement ténébreuses. La décence m'interdit de rappeler ça ici, par respect pour mon pays. Des pratiques extrêmement ténébreuses qui vont être mises en œuvre par cet homme-là pour sélectionner une élite et avoir un contrôle total sur cette élite-là. Quand vous parlez des fondations de l'État du Cameroun, vous allez voir comment il n'y a pas de hasard. On va léguer ça à l'État du Cameroun. Bon, sauf que dans le projet de Joula, quand il fait son projet, il échoue dans son projet de faire du Cameroun la propriété de colons. Cameroun indépendant, propriété de colons. Il est obligé donc de revoir sa démarche. C'est-à-dire que le Cameroun ne sera plus la propriété de colons, le projet là a échoué, mais il va chercher à apaiser. C'est pour ça qu'au Cameroun, quand on fait le semblant de démocratie néocoloniale, parce que vous voyez que ce qui se passe au Cameroun actuellement, quand vous étudiez le système politique camerounais, vous ne comprenez pas ça si vous n'allez pas étudier comment, à l'époque pré-indépendante, à la veille de l'indépendance, quel est le système politique qu'il y a au Cameroun. Il y a un système multipartiste, il y a même des syndicats. Hein. Toute l'arsenal, les oripeaux d'une démocratie néocoloniale sont réunis. Mais à une condition, pas de parti patriote. Tout ça doit exister pourvu qu'on écarte l'UPC. C'est-à-dire, pourvu qu'on détruise l'âme immortelle. C'est-à-dire que les revendications historiques, politiques, juridiques, internationales, des chefs posés déjà par le chef Douala et qui continuent à travers les différents statuts juridiques du Cameroun jusqu'à l'UPC, on ne parle pas de ça, il faut évacuer ça. Donc, vous pouvez avoir 1000 partis politiques, pourvu qu'il n'y ait pas parmi ces partis un parti politique. Patriote. Vous comprenez donc que vous pouvez avoir une démocratie morte, sans âme. Voilà le problème du Cameroun. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas de... C'est ça. C'est ce que nous appelons une démocratie néocoloniale. Quand on parle de ça, des gens sans mémoire s'agitent, ne comprennent même pas de quoi est-ce qu'on parle. Et c'est valable pour tous les pays africains. La démocratie néocoloniale, c'est la catastrophe. Vous voyez comment? Vous pensez que c'est pour dire que la communauté internationale est très à l'aise de dire que démocratiser, élections transparentes, machin, tout ça. Pourquoi elle est à l'aise avec ça? Ça ne va vous amener nulle part. Parce qu'on enlève d'abord votre âme. Et puis on vous sert 1000 partis, 3000 syndicats, etc. Maintenant, c'est société civile, avec des associations bizarres de droits de l'homme. Vous avez des gens là qui l'appellent société civile. Vraiment, je ne voudrais pas être méchant, mais c'est une engeance de filouterie qui ne sert à rien, qui ne peut rien apporter à un pays. Sinon, assurer la continuité de la fabrication de l'endocolonat. Dans ces diverses façades, ancienne génération, nouvelle génération. Donc, c'est ça qui est au cœur de l'affaire. Quand on parle d'Ojula, c'est profond. Ojula, c'est cette figure. Mais ça dépasse l'individu pour embrasser toutes les structures physiques, l'église, les internats. Quand vous parlez d'église, vous parlez de quelle église, monsieur le président? Toutes les missions chrétiennes qui sont arrivées ici. Toutes les missions qui sont arrivées ici. En commençant par la mère catholique, évidemment. Tout ça, ils travaillent ensemble. Hein. Pour combattre l'UPC, vous voulez dire? Bien sûr, pour domestiquer l'âme immortelle du peuple camerounais. Lui enlever sa personnalité, sa mentalité. Ce qui le fait. C'est le travail. Mais c'est une situation dialectique. Hein. Parce que, évidemment, et c'est ça, le génie de Dieu, le génie divin, c'est ça le génie. C'est-à-dire que vous faites une politique
pour tuer l'âme d'un pays, mais c'est dans ce que vous faites là que l'âme-là renaît. Parce que les missions chrétiennes sont la mère de l'éducation publique au Cameroun. Or, tous les patriotes de l'époque se sont tous scolarisés dans ces missions-là, pour après opérer la rupture. Ils ont rompu. Donc, on est dans une dialectique complexe, mais de manière fondamentale. Aujourd'hui, c'est la rencontre de toutes ces structures, leur intégration dans une méga structure informelle, ou dans une méga structure informelle, où la politique croise la religion, croise la religion, croise l'ésotérisme et croise le parcours scolaire. Les premières générations qui sont allées en France, on sélectionnait, on va en France, ou dans les bourses, ou d'aller en France. Je ne veux pas les juger pour ça, je fais un constat historique. Ce n'est pas les émotions, je fais un constat. Donc, à travers ça, on exerce un contrôle violent et serré sur l'élite qui émerge. Je parle, c'est l'endocolonat. Voilà une autre fondation importante de l'État, les fondations là. La problématique de l'endocolonat. C'est-à-dire un type d'individu qui refuse d'assumer l'âme du pays. C'est-à-dire un type d'individu qui refuse d'assumer l'âme du pays. Il peut avoir toutes les compétences du monde. Mais on lui a injecté quelque chose là. Le poison d'Ojula, c'est quelque chose, quand on t'injecte ça à l'intérieur de toi, ça t'amène à détester l'âme du pays. Tu ne peux pas épouser l'âme du pays. C'est-à-dire, tu ne peux pas continuer le combat des pères fondateurs. Tu ne peux pas t'élever au niveau où ils ont placé là-bas. D'ailleurs, ça trace une frontière. Hein. Ça trace une frontière, vous voyez. C'est pour ça que nous sommes plessistes. C'était même là. C'est pour ça que je suis plessiste. C'est pour ça que je dis. Versant de ma question. C'est-à-dire que quand moi je parle des pères fondateurs, vous savez, l'État du Cameroun, tant qu'il ne peut pas se réconcilier avec les pères fondateurs, une véritable réconciliation, sera un État sans âme. Et on voit comment ça travaille le pays. Vous voyez comment les efforts du président patriarche. Vous voyez comment cette vous voyez comment, tant que ce débat n'est pas, tant que le contentieux n'est pas réglé, c'est comme si on tournait en rond. C'est comme si on était enfermé dans les travaux de Sisyphe. Tu cours, tu reviens au point de départ. Tu cours, tu reviens au point de départ. Tu cours, tu reviens au point de départ. Mais, il ne faut pas, on ne va pas tomber dans une espèce de simplification qui ferait l'erreur de ne pas tenir compte des avancées et des acquis que la dialectique de l'histoire a permis à notre pays d'engranger. Mais vous savez, tout à l'heure on y reviendra, c'est tout l'enjeu du tournant qu'on négocie. Vous voyez, les mêmes choses reviennent. C'était même là. L'UPC est de retour avec le panafricanisme. Les mêmes problèmes internationaux sont là. Et après, les mêmes acteurs sont là. La Russie est là. Elle s'appelait à l'époque l'Union soviétique. L'Occident est là avec Washington. C'est l'OTAN, etc. Vous voyez, les mêmes choses se reproduisent, mais avec une maturité nouvelle, parce qu'on avance pour mettre sur la table les vraies questions. Et au cœur de ça, vous avez l'internationalité du Cameroun. Alors je vous parle, toutes les puissances du monde regardent le Cameroun. Les Américains, la France, ils sont là, ils regardent, ils complotent, ils ont leurs agents sur place, au cœur de l'État. Tous là, ils sont en train de travailler. Vous voyez, les gens vont faire les conventions au Canada, d'autres font les réunions aux États-Unis. Les gens font des choses. Regardez toutes nos élites. Regardez toutes nos élites. Regardez, prenez chacune d'elles individuellement. Regardez leurs allégeances. Regardez leur appartenance. Les plus jeunes sont même les plus pires. Regardez leur allégeance, leur appartenance. Tout ce bouillonnement-là, c'est la reconstitution du schéma fondateur. Les patriotes
qui comprennent la raison d'être du Cameroun, son rôle dans les nations et sa mission historique, et l'endocolona, qui tire le pays en arrière, parce que comme je vous ai dit, créé par l'ennemi, fabriqué par l'ennemi, elle n'est pas un récipient capable de contenir l'âme immortelle du peuple camerounais. Monsieur le Président, c'est pratiquement ma dernière question. Vous avez fait un développement très pertinent, Monsieur le Président. Et le renouveau panafricaniste, qu'est-ce qui fait sa particularité dans le façonnage du nouveau Cameroun que vous entrevoyez en perspective? C'est la prise en charge de l'internationalité du Cameroun, c'est tout. Le panafricanisme renaissant dans la prise en charge des enjeux du Cameroun, comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire, récapitule tout ce que je vous ai dit. C'est une récapitulation. C'est une lumière nouvelle, c'est un éclairage nouveau de ces enjeux, de ce contentieux universel. Vous savez, nous reprenons les mots de Oumyobé et ses discours avec un son nouveau, avec une sonorité nouvelle. Mais cette fois-ci, nous assumons ouvertement les enjeux internationaux qui sont liés à la question camerounaise. Vous savez, je ne voudrais pas choquer les sensibilités, mais je vais vous dire, il y a la question juive, il y a la question du Cameroun. Je sais ce que je dis là est fort, hein? Mais je vous dis, il y a la question juive, il y a la question du Cameroun. Nous allons finir par la géospiritualité. Il y a la question du Cameroun, parce que je vous ai expliqué tous ces enjeux tout à l'heure. L'enjeu de l'internationalité du Cameroun, là, je vous ai situé ça. Le panafricanisme reprend ça. Vous ne comprenez pas les panafricanistes camerounais, vous n'avez pas ce background. Vous n'avez pas comprendre. C'est tout ça qui explique, c'est-à-dire mon engagement panafricaniste. C'est tout ça qui explique ce qui caractérise les vrais panafricanistes camerounais. Il y en a de faux. Je parle des vrais panafricanistes camerounais, parce qu'il y a beaucoup de faux panafricanistes camerounais. Mais ce n'est pas le moment de les citer ou bien de les mettre gauche à droite. Ce n'est pas le moment. Mais les vrais panafricanistes camerounais, quand nous avons relancé le combat panafricaniste, il y avait ça au cœur, cette affaire. Comment expliquez-vous la jumélité du Cameroun et de la Côte d'Ivoire? Vous expliquez ça par quoi? Ça va vous rappeler notre jumélité de l'époque. Bouani Oumyobé. Bouani Oumyobé. Et Bouani, il allait faire la danse macabre avec les Français. Les événements se répètent. Il n'y a pas de hasard. Vous pouvez même élargir ça au niveau de l'AES. Vous allez voir que même l'AES aujourd'hui reproduit lui aussi les conflictualités de l'époque. L'AES reproduit ça avec les termes de langage du XXIe siècle. Et le Cameroun est au cœur de tout ça. Au cœur de tout ça. La révolution camerounaise sur l'UPC originelle a retenti dans tous les oreilles du monde entier. Ça a retenti. La guerre d'indépendance que la France impose au Cameroun, fait contre le peuple camerounais, mais pourquoi? C'est l'enjeu qui est derrière. C'est pour ça que la France fait la guerre au peuple camerounais, décime les patriotes, détruit des centaines, rase des villages, verse le sang partout, et installe au pouvoir, crée un État, vous parlez tout à l'heure de Gaulle de 58, crée un État qui est sa création, son invention historique, qui n'est pas l'enfant du Cameroun et de l'histoire du Cameroun. De Gaulle crée un État en 1958 pour tuer le Cameroun, pour massacrer, pour s'opposer à la mission historique du peuple camerounais et du Cameroun. Et vous voyez les évolutions de cet État-là jusqu'à aujourd'hui, ces transformations, etc. C'est ça, j'ai appelé ça le moteur de l'histoire. Dans mon discours, c'est ça le moteur de l'histoire. Comment vous voulez faire la politique au Cameroun si vous ne connaissez pas ces choses? Comment vous voulez faire la politique au Cameroun sans prendre parti par rapport à ça? Donc, vous voyez, au Cameroun, nous, on appelle à s'asseoir dans certaines réunions politiques. C'est parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Les gens veulent faire la politique au Cameroun, ils ne veulent pas qu'on soulève ce dossier, y compris les plus jeunes leaders en passant. Et ils se donnent le statut d'homme politique, ils prennent des grands airs. Mais ce sont des néo, j'appelle ça les néo-ojulatistes. Attention, au Cameroun, il y a
des ojulatistes ancienne génération, mais il y a l'ojulatisme nouvelle génération. Et c'est pas seulement, on les recrute en politique, dans le milieu artistique, dans le milieu footballistique, etc. On les recrute partout. Dans les chefferies, on les recrute partout. La France a renouvelé son arsenal. Macron vous l'a dit dans son discours. L'Occident a renouvelé son arsenal, mais derrière, il faut tout faire pour que ce dossier-ci, on le tue, on le met. Et moi, je vais vous dire, c'est ça qui est au cœur de la succession du patriarche Biya. Nous arrivons là. C'est ça qui est au cœur. C'est ça. De cette émission. C'est ça qui est au cœur de sa succession. Donc, je vous parlais de l'ojulatisme. Vous avez dit à quoi il sert? C'est la sélection des élites. Et la France est partie. C'est la colonisation directe, mais elle est restée par une nouvelle colonisation que nous appelons le néocolonialisme. Comme vous entendez, quand nous insistons sur l'État néocolonial, je ne comprends pas. Ça va au-delà des affaires du franc CFA et des accords secrets de coopération. Ça, c'est la partie visible. La partie invisible, c'est comment est-ce qu'on fait pour tuer l'âme d'un pays. C'est ça le problème. L'État néocolonial, c'est un État qui émerge après qu'on a décidé de massacrer l'âme d'un pays. Mais, c'est une âme immortelle. L'UPC plie, mais ne rompt pas. Le nationalisme camerounais, il plie, il ne rompt jamais. Et à l'heure actuelle, il est en train d'aller vers, c'est-à-dire son stade le plus élevé. Parce que cette fois-ci, il a mûri de toute cette longue expérience. Aujourd'hui, il épouse son universalité. Il épouse son universalité et il assume. C'est le combat, c'est notre discours. C'est quand moi je parle, quand nous articulons les enjeux du Cameroun avec les enjeux globaux, certains ne comprennent pas. Ils nous disent, hein, vous parlez de trop des choses internationales, vous ne parlez pas du Cameroun. Il y a longtemps que j'ai dit aux Camerounais que le tuyau d'eau qu'on installe dans un coin du Cameroun, c'est un enjeu international. Et c'est l'ignorance qui les fait croire qu'ils voient seulement un tuyau qu'on installe. Allez voir tous les soubresauts de l'État du Cameroun pour obtenir un financement, pour boucler un projet, pour satisfaire les exigences de ce que vous appelez bailleurs de fonds. Mais ça, le Kacheza ou celui qui veut, il ne connaît pas ces choses-là. Il dit je veux l'eau. Mais l'eau, c'est un problème international. L'électricité, c'est un enjeu international. La tenue de vos militaires, c'est un enjeu international. Les armes, vous ne comprenez pas tout ça. Vous voulez défendre un pays, vous n'avez pas les armes que vous fabriquez. Il faut acheter les armes ici. Pourquoi? L'internationalité du Cameroun. Le dernier village du Cameroun, c'est un enjeu international. Les derniers sanctuaires, les aires protégées de votre pays. Il y a quelques mois, on était au cœur d'une bataille avec les Rothschild. Vous voyez pourquoi? Tout ça, ce sont des enjeux internationaux. Mais les gens ne veulent pas voir. Hein? Il y a des gens qui ont une conception villageoise de la politique. Mais la nuit, vous les voyez. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les ambassades étrangères? Pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'ils disent qu'on s'occupe du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les ambassades étrangères la nuit? Donc, le traité Germano-Douala, on voit cette affaire physiquement. Mais ça cache toute la dimension géospirituelle. Je vous vois comment vous impatientez à ce qu'on aborde ça. Cette dimension géospirituelle, c'est en entrant dans le monde géospirituel qu'on peut d'abord, vous allez assumer ce statut international comment? Si vous n'avez pas le soubassement géospirituel qui correspond à ce qu'on appelle à la grandeur de ce pays, à sa spécificité au sein des nations, vous allez faire comment? Être Camerounais, c'est être global. Être Camerounais, c'est être global. On peut être Camerounais si on n'est pas global. Et moi, je dis toujours aux gens, je dis toujours à mes collègues politiciens, quand on se retrouve en plus, je dis, regardez le partage Paul Biya. Il bat tous ses adversaires, ce n'est pas l'international qui les tape. Parce que lui, le président Biya, il connaît ça. Hein. Il connaît très bien cette affaire, mais il gère, il fait son rôle historique, il gère dans les contraintes qui sont les siennes, qui sont les siennes, dans son rôle historique, mais lui-même il est confronté à ça maintenant. Au soir de sa vie, le président patriarche, il est confronté à la question de l'internationalité du Cameroun. Et lui, il aborde ça par ce qu'il appelle la diversification des partenariats. Mais il faudrait bien que ça ait une destination finale, cette diversification. Et le patriarche, il est confronté à ça lui-même. C'est là. Vous ne pouvez pas échapper. Regardez son dernier discours.
Pourquoi le président rappelle certaines choses quand il était en France, là, quand on célébrait le 80e, le débarquement de Provence. De Provence. Regardez le ton du discours. Regardez les positions du Cameroun dans les enceintes internationales. Regardez le Cameroun. La modalité de la diplomatie Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Non, c'est parce que on gère tout ça, chaque chose ayant son temps. Le président patriarche, il a fait sa part, mais ça ressurgit aujourd'hui au soir de sa succession. Donc, vous avez au cœur cette affaire, pour être plus concret, la question de la terre. Vous allez faire comment pour éviter ce dossier? Est-ce qu'il est normal que la République coloniale, néocoloniale, qui ne comprend rien à la terre, ça vient d'ici et s'accapare toutes les terres, au détriment des régions, au détriment des peuples autochtones, au détriment des propriétaires historiques. C'est une fausse république, elle est bancale. Il faudra bien que son âme-là, l'âme qui vient de la terre, des profondeurs de la terre, il faudrait bien que cette âme-là, qu'il y ait une réconciliation entre cette république néocoloniale et cette âme-là. Vous allez y aller, la nature des régions, vous avez la question de la région. Et c'est elle qui nourrit le faux fédéralisme ambazonien et communautaire. Ouais, toutes ces fausses idéologies qu'on balance là, il y a quoi derrière? C'est parce qu'on a nié les régionalités du Cameroun, qui étaient là, qui ont toujours été constitutifs de l'identité de notre pays. On a nié ça. Maintenant, des charlatans se lèvent, ils vendent des faux fédéralismes ici. Comme d'habitude, on importe des concepts, on ne cherche pas à savoir si elles ont une articulation locale, etc. Il y a la question même de l'argent public. Regardez comment la décentralisation peine à décoller. C'est pourquoi l'endocolonat ne comprend pas ces choses-là. On peut faire 1000 ans à l'université, on ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas. Le partage de pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, dans le contexte camerounais, le pouvoir au Cameroun, non, ce n'est pas comme ça. Cette centralité de pouvoir qui est fondée sur une matrice néocoloniale ne peut que le conduire dans l'impasse. Mais le NP rejette en même temps les offres des faux trucs que les gens proposent là, en éludant ces questions fondamentales. Donc, il faut repenser de fond en comble la décentralisation, il faut lui donner une âme. Tant que l'âme du Cameroun ne pénètre pas dans tous les interstices de l'État du Cameroun, dans la pensée de la fonction publique qui est à terre, ruinée par le fait qu'elle n'a pas d'âme. Et son âme devient le vol, le pillage. Et l'hypertrophie, j'allais dire, l'obésité d'une administration qui est très obèse et moins efficace, moins performante. Vous voyez que c'est quoi? Parce qu'elle n'a pas l'esprit public qu'il faut au Cameroun. L'esprit public, ce n'est pas d'aller importer une idéologie de la fonction publique de Paris, par décret de Gaulle. Ce n'est pas à de Gaulle de créer une fonction publique camerounaise. Il n'en a ni la qualité, ni la légitimité, il n'en a pas. C'est un Français, comme son nom le dit, et c'est un assassin des patriotes camerounais. Il ne peut pas nous insuffler cette dynamique-là. Le service public à vocation universelle est la fille de la fusion, du mariage des communautés historiques qui ont fait ce pays. Mais toutes ces communautés sont données la main pour dire non à l'oppression étrangère. Et l'ont payé de leur sang. Il faut réhabiliter tout ça. Nous sommes au cœur du contentieux camerounais. C'est ce que nous appelons le problème national camerounais. Il est un problème continental, il est un problème global, universel. Mr. President, you said that what makes a nation is its soul and not the institution, and that each nation has its own soul, and of Cameroon was that of the immortal soul of the UPC. Mr. President, in I think if I have the memory of history, in 1916, Chief Douala Magabe was hung by the German troops, and he said they will never have Cameroon. And
Nyobe was also killed by the French armies. And we know in 1971, Ernest Ouandji was also killed under the impulsion of the French. When Chief Douala Mangabe said that Germany will never have Cameroon, and it happened because the Germany forces were defeated in the First World War in 1916 in Cameroon. And today we are seeing that there's still a residue of influence of French policy in Cameroon up to now, and we are waiting for the curse because Ernest Ouandji said history will judge. So I would like to know, Mr. President, is there a curse concerning French in the situation of Cameroon, of what we are seeing we are seeing the depreciation of the geopolitical policy of France today in Africa? Can we say that it is a curse concerning what they did in Cameroon? Yes, I will respond to your questions, but I want to say something. Early at the birth of our nation, the soul of our nation was universal. The soul of our nation is immortal. And if he is immortal, he is universal. You understand what I'm saying? Yes. It's universal. Very good. L'âme immortelle du Cameroun est une âme universelle parce que déjà vous voyez le traité de Njemano-Douala, vous voyez l'universalité des chefs Douala. C'est un fait. Parce que l'idée d'une co-souveraineté, est-ce qu'il y a plus universel que ça? Est-ce qu'il y a plus universel que ça? C'est très facile d'embrouiller les gens avec les histoires de l'universalité de la foi, les machins universels, qui n'ont aucune concrétisation une fois qu'ils rencontrent un peuple étranger. Mais voilà voilà l'universalité qui est devant vous. Et les chefs de l'État l'ont manifesté au niveau le plus élevé en donnant toutes leurs mains aux Allemands. Mais ce n'est pas de la faute des Camerounais, des peuples savoie de la côte. Ces Allemands étaient des bandits. Et ça, c'est en partie l'âme de l'Occident. Le vol, la prédation, l'hégémonie et la destruction de l'autre pour lui prendre ce qui lui appartient. Donc, l'âme du Cameroun, elle est immortelle parce qu'elle est universelle. Une âme qui n'est pas universelle n'est pas immortelle. Elle est universelle parce qu'elle est immortelle parce qu'elle est universelle. Alors, vous voyez comment... alors, cette ouverture du peuple de la côte à l'universel déjà va continuer avec l'ouverture, la grande ouverture du nationalisme camerounais dans ses différentes articulations et les bases idéologiques et stratégiques qui vont le composer. Je parle du nationalisme camerounais. On peut appeler ça le nationalisme révolutionnaire. Il est nationaliste parce qu'il dit on ne vend pas le pays à l'étranger. On ne cède pas le pays à l'étranger. On peut tendre la main à l'étranger, mais on ne lui cède pas le pays. Non. Il ne gère pas nos terres. Il ne gère pas nos enfants, nos familles, nos richesses. Non, non. Non. C'est ça le nationalisme, c'est ça le patriotisme. Ça, c'est sa pierre angulaire. Maintenant, comme il est ouvert, il est panafricaniste. Et Oumyobé, vice-président du Rassemblement démocratique camerounais. Et quand Oufé Boigny est allé faire son mariage avec les Mitterrand et Conso pour vendre l'Afrique, Oumyobé a dit non. Non, Oumyobé n'a jamais, il a dit non. Elle a dit l'histoire. Il est internationaliste. C'est-à-dire qu'il reprend à son compte les combats de tous les peuples du monde entier qui s'inscrivent dans la dynamique du véritable progressisme. Il est global et universel parce que, en dernière instance, tout ça, c'est pour la préservation de l'espèce humaine. Donc, quand on dit nationalisme camerounais, il faut très bien voir les différentes modalités de la composition, des différentes composantes.
des différentes matrices que l'UPC a dû fusionner pour construire ce qu'on appelait le nationalisme révolutionnaire. C'est d'abord l'authenticité du terroir, la culture du terroir, les valeurs du terroir. C'est-à-dire que c'est profond ça. C'est-à-dire notre rapport à la terre, notre rapport à l'âge, notre rapport à la femme, notre rapport à Dieu, tout ça. Les valeurs fondamentales, l'authenticité là. Et l'ouverture. Très tôt, les chefs savants ont précédé le monde global. Ils avaient vu ça. Ils avaient vu ça. Qu'est-ce que vous appelez globalisation aujourd'hui, c'est quoi? Mais ils avaient déjà vu ça. Les Oumniobé ont vu ça depuis très longtemps. Vous ne pouvez pas être panafricaniste sans être global. Quand on connaît un panafricaniste, on connaît l'histoire du monde. C'est la moindre des choses. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un véritable universalisme. Donc, oui, cette âme-là, donc, et je reviens à votre question, il fallait rappeler ça. Vous parlez de malédiction, about cause, malédiction. Mais yes, it's an cause. Very, 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 very dangerous cause. The heritage of France State. L'État français porte une malédiction extraordinaire. C'est un fait. Vous ne pouvez pas vivre en avalant le sang des autres peuples et croire que c'est la norme. Ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. C'est pour ça que nous contestons l'universalité de la France. Nous contestons l'universalité de l'Occident. On conteste ça. Ça n'a aucun fondement historique au sein de nous. On n'est pas universel par rapport à soi-même. Votre universalité va se réaliser de manière véridique, c'est à la rencontre de l'autre. Parce que sans bombe sa poitrine, on dit, oui, on a Voltaire, on a Diderot, ils ont écrit des poèmes, ils ont écrit la littérature, alors on est universel. Mais ça, c'est des histoires des Français qui restent avec ça. L'universalité, c'est au contact des autres qu'on sent que vous êtes demain universel. Or, le contact des autres, ça a été quoi? La destruction de l'autre, le vol, la rapine, la prédation. C'est l'histoire de nos rapports avec la France. C'est pour ça que ce sont des rapports sanguinolents. Le sang coule. Ne cesse pas de couler. Regardez l'actualité panafricaniste. À sa passe de commentaires. Voilà pourquoi le dialogue avec la France n'est même pas possible. C'est un peuple, pas le peuple français, l'État français est maudit. Cette malédiction la poursuit. Et la poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait une véritable repentance. Mais comme il n'aime pas entendre ce mot, eh bien, continuons, on va voir. On va voir. C'est un fait. Et cette malédiction, elle a une résonance camerounaise à cause de ce qui s'est passé avec nos héros nationaux. La France les a tués. Toute la puissance de la France a été de détruire l'UPC, la guerre contre le Cameroun, contre l'État camerounais, c'était quoi? Destruction de l'UPC. La France ne tolère pas. La France est malade lorsqu'elle voit le Cameroun libre. La France et l'Occident, ils sont malades quand ils pensent que les peuples africains peuvent être libres. Dans leur idée, ils n'ont pas intégré et ne peuvent pas intégrer la liberté de l'Afrique et des Africains. Les Occidentaux ne conçoivent pas un monde où l'Afrique est libre. Parce qu'ils ne sont pas en capacité d'affronter une Afrique libre et de discuter avec une Afrique libre. Ils ne peuvent pas. Mais c'est la tragédie. C'est une tragédie historique. Mais bon, on est en train d'en sortir. On va en sortir. Parce que c'est ça la dimension géospirituelle du message du NMP. C'est que, actuellement, c'est Dieu qui fait l'histoire. Et ça, l'Occident ne sait pas comment gérer ça. C'est Dieu qui fait l'histoire et l'Occident ne sait pas comment gérer ça, Monsieur le Président. Ça a été une émission très très riche, en passant par le traité Germano-Douala, les régimes internationaux successifs du Cameroun, le rôle des puissances coloniales, l'évolution du processus, en passant par la crise anglophone, l'internationalité du Cameroun qui s'est transformée en universalité, la géospiritualité. Et vous avez dit, vous êtes UPCiste et vous assumez le combat des pères fondateurs. Je ne dis pas, je suis. Je suis. Enfin, est-ce qu'on peut le nier ce qu'on est? Alors, moi, je suis un UPC. Ça se voit, non? Est-ce qu'on a... C'est ça. Je peux pas... Si je ne suis pas UPC, je ne suis rien. Alors pourquoi vous ne voulez pas... Le cœur de tout Camerounais devait vibrer au son
au son lointain, qui nous vient de loin, de l'héritage que les pères fondateurs nous ont légué. Sacré héritage, merveilleux héritage, ça vaut la peine de donner sa vie pour cet héritage-là. Et c'est ça, être précise. Je suis précise. Voilà. Mesdames et messieurs, nous rappelons que l'émission portait sur les fondations de l'État du Cameroun et le rôle des patriotes camerounais. Monsieur Djengele. Thank you to everyone. Thank you to our thousands of followers in our numerical platform, Facebook and our YouTube channel. Thank you to the technical team. I will say like that, thank you to Reverend Pastor Abesolo. Thank you to Beck. I will also thank the general coordinator of New Popular Movement Activity, Mr. Sejou Jean-Jacques. Thank you to you, my co-moderator, Mr. Buyamuso Constant. It's always a pleasure, Mr. Buyamuso Constant, to receive the national president of the New Popular Movement. Thank you, with your humble mind, Mr. President. I will also say thank you to Mr. Ngese and to Madame Djengele that they participated also to the production of this beautiful and intellectual edition. It is always a pleasure, Mr. President, to receive you in the New Popular Movement platform in our YouTube channel. I appreciate the new format, bilingual format. It's our heritage. We are trying to manage it, to make that our people, our country, realize this necessary reconciliation with himself. That is why we are going to say to our followers, our faithful followers, that they should stay tuned for the next edition. Thank you very much.